Bonjour à tout le monde. On va donc sur cette nouvelle table ronde enchaîner avec la thématique abordée par le grand rebond à chacune des étapes de la tournée des tiers-lieux, qui est les acteurs économiques dans la transition et face à la transition. Pourquoi cette distinction? C'est qu'on voit les acteurs de l'ESS qui sont au cœur du réacteur, qui se sont créés pour la transition, et puis beaucoup d'autres entreprises qui y sont confrontées, qui doivent s'adapter, qui doivent changer leur modèle. Et puis au milieu de cette transition, il y a évidemment les acteurs qui historiquement savent produire de l'impact. On parle notamment des associations qui historiquement, depuis toujours, savent créer de l'impact dans les territoires. Et donc on a besoin de créer plus de ponts entre le monde des acteurs économiques, des entreprises et le milieu associatif qui existe depuis toujours, mais qui tend justement et qui mérite à être renforcé. Et c'est un petit peu le thème qui nous occupe avec le grand rebond tout au long de l'année, puisqu'on travaille avec les réseaux d'entreprises, les associations, acteurs également de l'ESS, et les territoires, pour à la fois par le biais d'un observatoire et d'émissions telles qu'on vient d'en enregistrer une à l'instant, faire de la sensibilisation par des cas pratiques, donc de mettre en avant des acteurs qui ont su allier le développement économique avec des externalités positives et également par des alliances et des partenariats avec le tissu associatif. Mais hormis la sensibilisation et la mise en avant d'initiatives, on s'engage sur des projets à impact qui seront notamment plus visibles à partir de 2022, que l'on co-développe, co-construit avec différentes associations dans le but de pouvoir engager activement les réseaux d'entreprises et les territoires dans ces projets de façon à augmenter le potentiel d'impact, sachant qu'il s'agit pour le grand rebond en tant que catalyseur de travailler justement à fédérer les acteurs, à créer du lien et d'être très opérationnel dans l'approche avec une vraie logique de process, de documentation de ces process, de suivi des différents indicateurs tout au long de l'évolution des projets. Donc sur chacune des étapes, on a une table ronde comme aujourd'hui qui est constituée justement d'acteurs et d'actrices représentateurs du monde associatif, des tiers-lieux, des entreprises, permettant de partager des regards croisés sur quelles sont les initiatives des unes et des autres. Et on va ensuite élargir cette table ronde avec vous dans la salle pour à la fois poser des questions, témoigner, rajouter votre vision. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure des propos qui vont être tenus à garder dans un coin de votre tête des réactions, parce que c'est vraiment le but de créer de l'interaction dans un deuxième temps. Donc on va faire un premier tour de table qui va être assez succinct. On va échanger à peu près 5 minutes avec chacune et chacun d'entre vous pour justement bien comprendre quelles sont vos activités, quels sont vos enjeux en termes d'impact et éventuellement les ponts que vous avez déjà élaborés avec le tissu associatif versus le tissu entreprise. Alors, merci Julien de nous recevoir au garage. Merci à vous. Qui est un lieu assez spectaculaire. Pour nous, c'est la première fois, donc on le découvre et c'est vraiment une cathédrale pratiquement de l'ESS. Est-ce que tu peux nous rappeler, même si les personnes ici présentes ont déjà eu évidemment des infos ou même connaissent très bien le lieu, mais en quelques mots, la vocation du garage moderne, ce qui s'y passe tout au long de l'année et quels sont les ponts également entre activité économique et impact social et environnemental? Alors, donc, le garage moderne, c'est un projet ancien qui a 20 ans, donc ça a commencé comme garage associatif auto, avec comme acte de base de réparer ensemble des véhicules. Donc c'est un projet qui s'est développé de deux manières, c'est-à-dire qu'en se professionnalisant. Donc au départ, il y a des gens qui s'entraident pour réparer des voitures et rapidement, on engage des gens, on engage des mécanos pour le faire mieux, etc. Donc on se développe comme ça par la professionnalisation. Mais en gardant l'aspect collaboratif. Et on se développe aussi en prenant possession assez généreusement quelque part des lieux qu'on a. C'est-à-dire que depuis 2003, on est dans ce bâtiment. Et avant, on était dans un bâtiment qui était aussi grand ou presque aussi grand de l'autre côté de la rue Achard. Et donc il y a plein de places, trop de place pour juste un garage auto. Et les gens qui sont dedans
ont aussi la générosité de vouloir faire plus, quoi, cultiver le lien social autour de cet acte de base qui est de fabriquer et de réparer ensemble. Donc très rapidement, il y a de la nourriture, il y a, de la cuisine sur des événements, une cantine épisodiquement. Maintenant, elle existe de manière permanente, mais c'est quelque chose qui a été testé plein de fois. Très rapidement, on ajoute une brique atelier vélo, donc qui a fonctionné au départ comme un atelier associatif et comme une entreprise d'insertion. Donc on avait la gestion l'entretien de la flotte de vélos de la ville de Bordeaux, et ça a pris une ampleur énorme, même en termes d'emploi. C'était une trentaine de salariés qui étaient là-dessus. On a hébergé et on héberge plein de projets de tiers, donc parfois épisodiquement, et aujourd'hui de manière plus pérenne. On a des artistes, on a d'autres associations. Il y a par exemple le Low Tech Lab qui est au fond, qui a son atelier chez nous, donc qui font du design low tech. On a des collaborations avec des acteurs qui relèvent pas de l'associatif, donc il n'y a pas que de l'associatif sous le toit du garage moderne. Il y a une start-up qui s'appelle Quetzal, ils font des prothèses imprimées en 3D. On est sur le point d'être rejoint par une autre entité qui relève aussi de ce champ. Eux, c'est des designers, ça s'appelle Ublick. Ils font de la découpe bois avec une machine numérique, et c'est intéressant parce que c'est de la découpe bois majoritairement à partir de bois de réemploi, et avec toute la problématique de retraiter avant de mettre dans la machine pour mettre au format, etc. Donc il y a des pans rien que sous notre toit là-dessus. Et est-ce que les entreprises, on va les appeler les entreprises traditionnelles, qui ne sont pas des pure players de l'ESS à l'origine, est-ce qu'elles se tournent aujourd'hui plus vers le garage moderne pour justement apprendre à travailler avec de nouvelles parties prenantes, avec le tissu associatif, avec le tissu citoyen ou pas? Oui, alors de deux manières, là encore. On est intervenu assez souvent avec notre atelier vélo dernièrement sur, et ça c'est intéressant parce que quelque part on exporte le modèle de l'atelier participatif pour faire toute autre chose. On a intervenu à plusieurs reprises dans des grosses boîtes avec notre atelier vélo pour faire des ateliers. Alors soit c'est lié aux politiques de mobilité, c'est-à-dire que les comités d'entreprise ou les entreprises directement font appel à nous pour entretenir des vélos ou mettre à dispo des flottes, et de manière participative au sens où elle va être faite avec les salariés. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois. C'est plus ou moins des formats événementiels, mais c'est intéressant parce que en fait il suffit, on porte notre modèle de réparer ensemble des vélos comme on a l'habitude de le faire sous le dôme de l'atelier vélo ici, chez EDF, chez La Poste. On a des agences événementielles aussi qui nous sollicitent pour faire des ateliers dans le cadre de journées d'intégration ou autre. Et alors ça peut paraître des trucs comment dire, pas sérieux, mais en fait c'est très sérieux. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une cinquantaine de salariés d'un gros groupe viticole, avec des mecs, des filles, certains qui arrivent, qui sont là, moi je sais bricoler, je suis hyper fort, l'autre non, pas du tout. Et nous on les force. Par exemple, là, on fait des courses de remontage, quoi. On a des vélos de la ville, on leur fait remonter ça. Et quelque part, ils sont hyper surpris. Alors, ils arrivent. Nous, on ferme pas l'activité du reste du garage pour eux. Donc, ils arrivent au milieu de la cantine qui est en train de faire de l'aide alimentaire. Ils arrivent à côté, il y a l'atelier auto qui continue à fonctionner voilà, avec les gens qui sont là, qui attendent leur pièce. Ça marche pas. Enfin, c'est un vrai truc qui vit. Ouais, ça fait se croiser finalement des populations qui ne se seraient pas forcément rencontrées autrement, et peut-être des collaborateurs le jour de l'incentive qui peuvent devenir des citoyens qui s'engagent dans des associations le lendemain. Mais c'est même arrivé très concrètement, c'est-à-dire qu'on a organisé des petits événements, plus ou moins petits, mais pour Cdiscount à côté, donc juste avant le confinement, et il se trouve que ça s'est bien passé, ils ont passé un moment chouette, les gens reviennent à la cantine le midi, etc. Et sur ce, il y a le confinement qui tombe, et dans les actions qu'on a fait, alors c'est pas la plus emblématique, mais on a soutenu
En tout cas, et on a fourni une partie du temps pour le faire. On a fourni des ordinateurs aux écoles, parce que les smartphones pour faire l'enseignement à distance, c'était pas ça, enfin des fois il n'y en avait pas. Et Cdiscount, dans le cadre de ce projet-là, nous a donné des ordis. Et tout est passé j'allais dire dans l'informel, mais dans l'ultra rapide. Parce qu'il a suffi au lieu de faire une demande à la fondation Cdiscount, que le mec n'était même pas dans le bureau, on a juste appelé le contact avec qui on avait organisé des soirées, et c'est allé 5 fois plus vite, et on a eu 8 ordis tout de suite pour les mettre dans les écoles. Et donc voilà, du coup c'est des pans assez inattendus comme ça, mais c'est rendu possible par le fait qu'on est accueillant et qu'on veut juste produire des expériences, quel que soit celui qui en bénéficie. Voilà. Merci beaucoup Julien pour ces exemples très concrets, et puis on est ravis d'apprendre que de plus en plus d'entreprises se tournent vers le garage moderne. On va passer le micro à Fabienne Guibé, qui est consultante en transformation numérique. Et Fabienne, j'aimerais dans un premier temps t'interroger sur l'évolution réglementaire à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France notamment. Un point, c'est le plan comptable, parce qu'on parle beaucoup d'indicateurs d'impact, d'externalité, mais demain tout ça, ça va peut-être rentrer dans le plan comptable. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bonjour à tous, merci pour votre accueil dans ce lieu que je connaissais déjà, mais où j'avais jamais eu l'occasion de rentrer, donc franchement une très belle découverte. Et qui va refléter concrètement tout ce que je vais vous expliquer. Donc en effet, je travaille actuellement sur les performances extra-financières, donc, qui sont, le secteur de l'ESS en est la parfaite illustration, puisqu'on est sur des nouveaux modèles économiques qui ne tirent pas leur plus-value obligatoirement d'une rentabilité économique à tout crin, mais qui va justement créer de la valeur par des performances extra-financières. Donc, par performance extra-financière, on va entendre par exemple la parité dans les modalités de gouvernance de son entreprise, l'égalité homme-femme, l'intégration de l'environnement et le respect de la biodiversité, l'insertion des collaborateurs dont tu viens de parler et qui illustre parfaitement. Donc, il est vrai que ces questions sont prises très au sérieux au niveau de la Commission européenne, qui en 2020 a établi et émis le souhait de réformer les normes comptables et du coup d'avoir de nouvelles normes liées au CRSD, donc qui est, alors parce qu'à chaque fois j'oublie, le Corporate Sustainability Reporting Directive, et donc du coup qui est de faire l'entreprise durable de demain. Donc, alors ça, c'est au niveau de l'Europe. Après, les pays se sont emparés de cette question. La France le fait par le biais d'une plateforme qui s'appelle la plateforme Impact, puisque pour les entreprises, ça va être il va réglementairement être obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés. Pour le moment, c'est plus de 500 salariés. De déclarer ses performances extra-financières. Et à terme, donc ça on est à un horizon plutôt 2022-2023, mais bon, c'est l'année prochaine, quasiment. Et d'ici 2024, ça sera tout type d'entreprise. Donc de l'ETI à la petite, moyenne et grande entreprise, tout le monde devra le faire. Donc là, les objectifs fixés, c'est de savoir quel type d'indicateur on peut remonter. Il y a des travaux européens aussi qui sont menés au niveau des normes comptables pour qu'on puisse avoir des normes qui soient le plus reconnues possible et harmonisées au niveau de l'Europe. Alors, on le sait que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué, mais d'avoir des normes. Donc là, il y a déjà des premiers travaux qui sont sortis, pour ceux que ça intéresse, en septembre 2021 par l'EFRAG, qui est une association qui travaille sur ce sujet avec la Commission européenne. Et l'objectif, c'est d'avoir ces normes pour ensuite peser au niveau international quand on va réformer les normes comptables au niveau international, puisque là, les normes que l'on a ne permettent pas l'intégration de ces performances extra-financières. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui déjà, les entreprises, pour des raisons parfois soit d'aspiration personnelle, soit de marque employeur, cherchent à développer l'impact et à trouver des indicateurs pour prouver et faire la démonstration de leur impact. Mais finalement, avec ce que tu viens de nous indiquer, on comprend que
l'étau va continuer de se resserrer Tout à fait. et que massivement, les entreprises qui aujourd'hui n'ont pas cette préoccupation première vont rapidement se retrouver un peu comme on l'a vu avec la GDPR sur la protection des données personnelles, où les entreprises savaient qu'il y avait des nouvelles contraintes qui allaient arriver, mais finalement, parce que la tête dans le guidon, ne s'en sont pas vraiment préoccupés. Et puis sur le dernier kilomètre, les 6 derniers mois, c'était la ruée vers l'or. Et tout le monde fonçait et cherchait désespérément le cabinet, le consultant, l'expert qui allait pouvoir enlever cette épine du pied. Et donc on voit bien que soit sous la contrainte ou par pure conviction, comme c'est le cas de beaucoup d'acteurs ici présents, le sujet va s'imposer très rapidement. Alors il va s'imposer aussi de manière très concrète, hein. C'est que pour aller chercher des prêts, des soutiens au niveau des banques, il va y avoir maintenant des normes qui vont être définies avec par exemple son émission de gaz à effet de serre. Donc du coup il va y avoir aussi des aides d'État, les aides de l'Europe qui vont être soumises également au respect de ces critères. Donc voilà, en tant que citoyenne, je souhaite que ce soit le plus fin possible pour qu'il y ait un réel impact justement et que ça reste pas de l'invocation et qu'on reste sur des critères trop généraux, et ce qui fait que les structures, les grandes structures vont pouvoir le mettre en œuvre, et puis des structures peut-être plus modestes, ça sera très compliqué pour elles peut-être d'y arriver. Donc c'est vraiment l'enjeu de s'engager justement collectivement autour de ces questions. Et Bordeaux, la capitale maintenant mondiale de l'ESS, ça signifie quoi pour la ville de Bordeaux ? Alors pour la ville de Bordeaux, je ne me permettrai pas de me prononcer, mais pour l'écosystème bordelais, un petit peu plus, parce que je travaille également avec des entreprises de l'ESS, ça va être un rayonnement international, hein. Le fait de devenir capitale de l'ESS pour Bordeaux fait qu'on va on va être sous le feu des projecteurs. Donc il va y avoir une émulation qui est déjà très forte, hein, on le voit sur le tour de table, qui est déjà très forte au niveau local. Donc il va se retrouver amplifié. Du coup, on va certainement avoir des nouveaux modèles économiques qu'on va pouvoir tester, qu'on va pouvoir développer. Ça va créer certainement de nouvelles coopérations d'acteurs. Donc c'est vraiment là-dessus que j'espère que ça va se porter. Également, ce que je souhaiterais, c'est qu'au niveau du secteur de l'ESS, le premier employeur, c'est quand même l'action sociale, et puis et puis également l'activité financière, hein. C'est les deux secteurs qui recrutent le plus au niveau de l'ESS. Donc j'espère qu'on réussira à travailler peut-être plus avec ces secteurs d'activité, pour 2 raisons différentes, hein. Pour le second secteur, l'activité, c'est qu'ils aident peut-être à déployer l'ESS encore plus. Et puis pour le premier, au niveau de l'action sociale, c'est qu'on les retrouve également sur des tours de table, présents dans des lieux comme ici. Ça serait quand même intéressant d'ailleurs de savoir, est-ce que vous avez des acteurs liés à l'aide à la personne qui viennent dans votre lieu On va garder donc du coup, je garde la question pour après. La question suspendue. Voilà, très bien. Donc, comme dirait Jérémy. C'est ça. C'est vrai que pour la suite de la table. C'est un secteur qui est encore assez peu visible, peut-être, mais peut-être on va compléter complètement mes propos. On va continuer dans l'ordre finalement dans lequel vous êtes installé naturellement. Sandrine Clément, justement, tu as une belle illustration de ces nouveaux acteurs de l'économie sociale et solidaire, et en plus des acteurs qui s'appuient sur le garage moderne dans son activité. Tu es la cofondatrice d'une structure qui s'appelle Marie Curie, et vous avez mis en place pendant les confinements, la crise sanitaire, au garage moderne, un dispositif d'urgence pour cuisiner et délivrer des repas. Et puis, avec ton associé, ça a été le déclic pour créer finalement une activité. Est-ce que tu peux nous dire quel est le modèle économique et la mission que vous vous êtes donné ? Bonjour à tous. Donc effectivement, avec mon associé Élise Torel, on a créé donc l'entreprise sociale Marie Curie, qui est une entreprise qui valorise le patrimoine culinaire des femmes réfugiées et issues de l'immigration. On va accompagner ces femmes pour leur permettre de créer, de développer et de pérenniser leur activité de traiteur indépendante. Et
En fait, on est apporteur d'affaires pour ces femmes. Et on va leur permettre d'avoir des revenus pérennes tout au long de la création de leur entreprise. Elles vont aussi se professionnaliser, elles vont monter en compétences. On va aussi leur mettre un laboratoire à disposition pour leur permettre de cuisiner. C'est aussi un accompagnement socio-professionnel avec des partenaires du territoire comme le CIDFF par exemple, et c'est aussi de la formation continue pour leur permettre de monter en compétences, aussi bien sur des compétences techniques que des savoir-être. Voilà. Donc 10 femmes aujourd'hui cuisinières. À peu près, oui. Et une perspective d'une vingtaine prochainement. Oui, pour l'année prochaine. Et puis aussi l'ouverture d'un restaurant en septembre 2022 à Saint-Michel, dans le quartier de Saint-Michel, dans un immeuble qui va être dédié à l'économie sociale et solidaire, ou qui va être pour nous une résidence culinaire pour nos femmes que nous accompagnons, et qui va leur permettre de tester à grandeur nature leurs propositions culinaires, leurs propositions de restauration face au public. Et sur le plan environnemental, la dimension circuit court, oui, elle est très prononcée dans les fournisseurs. On essaye bien sûr autant que possible de se fournir de manière locale. C'est pas toujours simple, mais on essaye un maximum. Et de trier nos déchets, d'être dans cette logique. On peut plus faire autrement aujourd'hui. Et pour le consommateur qui fait appel à Marie Curie comme traiteur, quels sont les liens sur le plan social, culturel que tout ça peut générer ? La première chose, c'est qu'on va faire découvrir des cuisines qui ne sont pas forcément connues de tous, des cuisines qu'on connaît pas forcément. On va mettre sous le feu des projecteurs nos cuisinières et faire en sorte que ces femmes soient reconnues pour leur travail et pour la passion aussi qu'elles ont. C'est vraiment une passion forte qu'elles ont pour la cuisine, et bien sûr, c'est aussi montrer leur culture. Enfin bon, c'est tout un cercle vertueux. Merci pour ton témoignage. On va rester sur le thème de la gastronomie, mais pas que, avec les cafés également, avec le témoignage de Jérémy Ballarin, cofondateur de Wanted, qui là n'est pas né au garage moderne, mais est né dans le digital. Tu peux nous rappeler le début de l'aventure de Wanted ? Bonjour, bonsoir. Donc je m'appelle Jérémy, je suis un des cofondateurs du projet Wanted avec Christian et Luc. Comment c'est né ? C'est né il y a 10 ans, un truc tout con, on a décidé de créer un groupe sur Facebook avec Christian et Luc pour se filer des coups de main entre particuliers et entre potes même, parce que c'était juste un truc de potes. Bon, là, 10 ans plus tard, on est plusieurs centaines de milliers, donc c'est pas juste des potes et juste des amis. Mais en tout cas, on a créé une communauté d'entraide entre particuliers à la base sur le digital, avec une dimension d'entraide qui a beaucoup évolué, qui a démarré d'une entraide entre particuliers, qui après est partie sur de l'entraide plutôt d'urgence. Et même l'entraide est devenue quasiment un prétexte pour des personnes, pour créer du lien, pour rencontrer des personnes esselées, seules ou qui voulaient ne pas rester toute seule. Donc on s'est rendu compte que notre projet évoluait avec ses membres, et que ses membres faisaient évoluer le projet. Et ça a été le moment où là on s'est dit, en fait on n'a pas seulement créé une communauté, on a créé des espaces sur le digital, des espaces qu'on essaye de garder de confiance pour que des personnes puissent créer du lien. Donc du coup on s'est dit qu'il faut qu'on fasse la même chose mais sur le physique. Du coup on a décidé de créer des cafés-restaurants qui ont la même particularité que nos groupes, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder sans condition de pouvoir d'achat ou quelle qu'elle soit. Donc du coup on a créé le premier café-restaurant qui s'appelle Wanted Café au Capucin à Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel. Là on va en ouvrir un deuxième à Paris parce que la communauté aussi est très forte à Paris. C'est des communautés locales sur Facebook et on se base sur nos communautés locales pour ensuite créer nos cafés-restaurants. Pour dire 2 mots des cafés-restaurants, on dit que c'est des cafés-restaurants solidaires, même si en fait on est
nous, des sociétés de droit privé, très classiques, on n'est pas des associations. Je ne sais même pas si on est de l'ESS en fait, mais bon bref, ça on pourra en parler. Mais en tout cas, c'est des cafés-restaurants qui permettent à n'importe qui d'y accéder, puisqu'on fonctionne avec le système des repas et des cafés suspendus, que vous connaissez peut-être, qui permet de payer un café ou un repas en avance pour qu'une personne puisse en profiter. Nous, on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à une association différente tous les mois. Pour créer ce maillage entre entreprises et associations, ce qui nous paraît très très important. On fait également des tablés solidaires. Le dimanche, normalement, on est fermé. On ouvre le restaurant pour que des membres de nos communautés préparent des repas pour les personnes qui sont en situation difficile. Donc tout ça, on essaie de le mesurer, de mesurer l'impact. Mais ce qui est intéressant surtout à travers tout ça, et c'est ce qu'on retient, c'est que la partie en fait repas, gastronomie, c'est juste un prétexte. C'est juste un prétexte pour que dans nos lieux se rejoignent des personnes et des personnes se rencontrent et se parlent, alors que normalement elles n'étaient jamais amenées à se rencontrer, puisqu'aujourd'hui les personnes qui sont en situation de difficulté, elles sont souvent reléguées à des espaces et à des lieux qui sont faits pour elles, du coup qui les stigmatisent et du coup qui ne les encouragent pas forcément à sortir d'un cercle et d'un entourage. Donc ça, on essaye de faire ça avec les particuliers dans les quartiers, avec nos cafés. Mais ce qui nous intéresse, et c'est notamment ce que fait le garage chez qui on est accueilli, mais d'autres lieux, c'est que ce ne soit pas uniquement les particuliers et les publics qui se rencontrent, mais ce soit aussi les acteurs. Donc que ce soit des acteurs économiques, des associations, et qu'il se crée, le garage moderne en est un modèle vivant, qui se crée ensuite des initiatives hyper porteuses, avec un très fort impact. Et au final, on s'en fout de savoir, est-ce que c'est une asso, est-ce que c'est une société. Il y a un moment, en fait, ça, voilà. Enfin, j'espère qu'on parlera plus de SS un jour. Mais voilà, et donc du coup aujourd'hui on s'attaque à un lieu différent qui est aussi au bassin à flot qu'on va ouvrir le 4, qui s'appelle Rado. Et là le but c'est de pouvoir créer un lieu, tester un lieu, pour l'instant éphémère, on le souhaite pérenne, dans lequel on peut agréger des acteurs différents, donc notamment Anti de Café. On parle aussi avec des acteurs qui sont autour de cette table aujourd'hui, pour créer des modèles innovants et pour créer toujours plus d'impact, mais toujours avec un lien avec le développement économique et la valeur économique, parce que c'est aussi une façon d'être indépendant et de montrer en fait à d'autres acteurs que aujourd'hui avoir de l'impact dans son entreprise, ça devrait être quelque chose de naturel et pas quelque chose qu'on doit faire parce qu'on nous l'impose. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot sur la réflexion et les travaux en cours pour mesurer l'impact chez Wanted ? Oui, alors ça c'est un vrai sujet. Nous aujourd'hui on a des indicateurs, on peut dire le nombre de... Par exemple aujourd'hui au Café de Bordeaux, on distribue sur une année 6000 cafés repas suspendus. Ça on peut le dire. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? On essaye de voir si on peut coupler ça avec des heures de sociabilisation pour des personnes qui à travers ce plat vont venir passer un moment pour échanger, ou juste peut-être parfois pour retrouver de la dignité ou de la confiance. Donc on essaye de calculer des heures de sociabilisation. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça parle vraiment ? On se demande. Donc on essaie de voir quels sont comme ça des indicateurs qui peuvent permettre de montrer l'impact. On commence à faire une collab aujourd'hui avec un acteur qui s'appelle Archipel, qui essaye de se spécialiser là-dedans et de savoir mesurer l'impact d'un tiers-lieu aujourd'hui. Potentiellement pour être pour eux un lieu pilote pour développer ça. Donc c'est évidemment un vrai sujet, parce que quand ensuite on souhaite faire des partenariats, ce qui nous pour notre développement est important, que ce soit avec des marques, avec différentes structures. Non, on ne reçoit pas de sub parce qu'on est une entreprise, mais même sur des sujets parfois de levée de fonds, ce genre de choses, il faut bien qu'on montre un impact, que ce soit pas bullshit, que ce soit vrai, mais qu'on puisse le mesurer. Et ce dont on parlait aussi ensuite juste avant, qui était ensemble, qui est intéressant, je pense qu'aussi c'est important pour une entreprise aujourd'hui, ou pour n'importe quelle structure en fait, de devenir aussi son propre média et de pouvoir montrer ce qu'elle fait. Parce que ça peut être avec des indicateurs, avec des tableaux Excel, mais ça peut être aussi le fait de dire mais moi, en fait je deviens un média. Aujourd'hui on voit que les entreprises ou les associations qui communiquent bien, elles deviennent leurs propres médias, elles disent regardez, je montre ce que je suis en train de faire. C'est compliqué parce que c'est un nouveau métier, c'est d'autres compétences, c'est du temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, les entreprises doivent naturellement avoir de l'impact dans leur développement économique et doivent aussi devenir leurs propres médias, parce qu'aujourd'hui c'est complètement saturé et il faut savoir parler en son nom et de dire regardez ce qu'on fait et de le montrer. Alors ça tombe bien que tu aies pris ce sujet, parce que
On va dans quelques minutes en parler avec Didier. On va d'abord échanger avec toi, Aurélie Guénan, qui est présidente de Regard Croisé Bail et également représentante de l'antenne bordelaise du réseau EVH, de dirigeants, de managers qui font un travail sur eux. Parce qu'on parle beaucoup de modèles économiques et d'impact, mais la transformation d'une organisation passe aussi par une transformation du management. Et on voit petit à petit des journées d'équipe, des séminaires d'entreprise changer un petit peu leur angle pour aborder peut-être les choses avec moins d'artifice et plus d'engagement personnel et de sincérité. Et c'est justement ce sur quoi tu t'es positionné avec Regard Croisé Bail. Tu es parfois sollicité par des entreprises qui hésitent entre la formule dont tu vas nous parler dans un instant et puis une star qui vient galvaniser les foules juste le temps d'un séminaire. Comment tu abordes la question de l'humain, de la transformation du management avec Regard Croisé Bail ? Alors, la première des choses, bonjour, c'est que Regard Croisé Bail est né du cœur sur la volonté pour la Journée internationale des droits des femmes de faire un événement bénévole. Et c'est né à Bordeaux, donc je suis plutôt contente de ça. C'était le 14 février 2014 où on a décidé de mettre des femmes extraordinaires, mais qui étaient dans l'ombre et qui n'étaient pas visibles. Donc, suite à cette approche-là, moi j'avais invité des clients parce que j'ai une autre société et j'ai l'occasion de travailler avec des mastodontes dans la grande distribution, je dirais Leroy Merlin, Decathlon pour en citer que deux. Et donc je les avais invités à cet événement et ils m'ont dit mais c'est magnifique, ces femmes-là, elles s'expriment avec leur cœur, leur tripes et à la fois c'est porteur de choses extrêmement nourricières. Et ils m'ont demandé c'est quoi votre recette magique. Alors la recette magique, c'est vraiment de porter un regard inconditionnellement positif d'abord, et ça c'est notre raison d'être sur qui que ce soit. Et ensuite c'est de les accompagner, parce qu'on n'arrive pas comme ça sur scène en parlant devant 800 personnes sur l'essentiel sans être un peu préparé. Donc on les accompagne, on les prépare et on met en lumière chaque année donc 10 femmes. Donc cette année, ça sera le 17 mars. Ça sera au Palais des Congrès. On attend 1400 personnes parce que si l'événement au départ était de 250 personnes, ben rapidement, on a eu des followers. On a été étonnés à 3 jours du confinement quand même l'année dernière d'avoir 800 personnes en salle. Et le thème, c'était « Il y a toujours un nouveau départ ». Pour vous donner un exemple, on a fait intervenir un jeune Syrien de 19 ans parce qu'on voulait changer le regard sur les migrations. Et on s'est dit, bah, tiens, et je vous propose de regarder un Regard Croisé by Taïm, si vous tapez by Taïm, parce que le bloc-marque, il intègre le bail, parce que chaque intervenant, et aujourd'hui il y en a 400 en ligne, donne leur prénom au bloc-marque. Donc vous avez Regard Croisé by Taïm, by Emmanuel, by Coralie, etc. Donc bah, quand on rentre dans la salle, on a un regard sur les migrations, et quand on écoute Taïm, 19 ans, quand on écoute son parcours, bah, on ressort, on est transformé. Et le Syrien qui est au feu rouge, bah, on ne le regarde plus de la même façon. Et c'est ça qui nous intéresse dans toutes les transformations qu'on opère. Pour ceux qui connaissent TED, c'est américain, c'est la diffusion des idées. Nous, Regard Croisé Bail, on est français, on est bordelais. Et ce qu'on veut apporter, c'est plus du partage de l'être, en partant de ce principe que chaque personne a une histoire extraordinaire à raconter. Chaque parcours est singulier. Chacun, dans son adversité, a grandi et a quelque chose à partager. Et quand cette personne partage son témoignage, ben, ça fait par effet de résonance, par effet de miroir, ben, une envie de créer du lien, de partager, de discuter. Et c'est bien ça aujourd'hui le sujet de la société. On voit le digital qui se développe, et quand je le vois comme ça se développe avec Jérémy, je trouve ça absolument extraordinaire. Mais le vrai sujet de la société aussi, c'est par le digital comme un outil, comment on recrée du lien, et du lien vrai, pas du lien fake. Et du coup, pour répondre à ta question, ça c'était un modèle, c'était expérimental. Tout simplement, c'est venu de mon cœur. Je me suis dit, à 50 ans, qu'est-ce que tu vas rendre à la société, toi qui as créé des entreprises, qu'est-ce que tu peux faire gratuitement ?
Donc j'ai créé Regard Croisé By, parce que je me suis dit à 50 ans, il y a ces gars-là qui disent si t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Pour moi, c'est si tu fais pas quelque chose dans la transmission, t'as raté ta vie. Donc aujourd'hui, il y a des choses à transmettre. Et donc on fait venir des personnes de l'univers de la grande distrib, et puis ils se disent mais c'est fabuleux. Et ils me proposent une chose, ils me disent est-ce qu'on pourrait faire ça dans nos boîtes? Alors je dis bah ouais, bien sûr. Et donc aujourd'hui, on le fait avec des collaborateurs des entreprises qui, au lieu d'être dans la salle comme vous l'êtes, à écouter les CODIR, les COMEX, qui discutent toujours de la même façon, avec les mêmes mots, avec les mêmes leviers, finalement, c'est les collaborateurs qui vont partager leur expérience et le COMEX, le CODIR qui est dans la salle. Et là, on voit que la promesse de Regard Croisé, qui est de faire de chaque histoire individuelle une transformation collective, ça fonctionne. Voilà, c'est ça l'écologie humaine et la magie du regard croisé. Merci beaucoup Aurélie. Et on va donc poursuivre et terminer le tour de table avant de vous donner la parole avec Didier Pourquerie. Bonsoir Didier. Bonsoir. Qui est vice-président de IMS Projet, IMS voulant dire Information pour le monde suivant, mais également avec un parcours dans le monde journalistique assez riche, très investi dans différentes autres associations. Mais tu es là surtout ce soir pour nous parler justement de l'information et des médias, et ça tombe bien que Jérémy ait eu ce propos en tant que, non pas média, mais en tant qu'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est IMS ? En 2 mots, IMS Projet, c'est un certain nombre de journalistes et de non-journalistes qui se sont posé la question en disant d'abord, pourquoi on est de plus en plus méfiant vis-à-vis de l'info ? Moi, ça fait 40 ans que j'en produis, j'étais directeur adjoint du Monde, des choses comme ça, donc bon, on s'aperçoit que le journaliste, s'il est classé 20e dans les métiers auxquels on fait confiance, juste avant l'agent immobilier, donc on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et ensuite, on se dit, est-ce que l'information peut être certes passionnante, mais on s'est dit, mais est-ce qu'elle est utile ? Alors, le concept d'utilité, en fait, il fait exploser tout. Parce que si vous commencez à dire, à quoi ça va me servir cette info ? Qu'est-ce que ça met en mouvement en moi ? Tout à l'heure, la table ronde auquel j'ai assisté dans la salle là, juste avant, il y avait des très belles... Des très beaux témoignages. On est tous tombés comme ça devant le témoignage qu'il y avait. Or, c'est chouette que ça soit ici maintenant pour le partager, mais on aimerait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en tant que journaliste, j'aimerais partager ces témoignages très largement. Voilà, c'est de là qu'est parti IMS. Se dire, avec notamment un copain qui est président de l'association qui s'appelle Patrick Busquet, quand j'étais directeur délégué de Libération en 2007, j'avais fait Libé les solutions. Et Libé les solutions que personne ne voulait faire à Libé, du coup je l'avais fait avec Reporters d'Espoir et Patrick Busquet. Et en fait, on l'a fait le 26 décembre, le jour où personne va en kiosque, et c'était les meilleures ventes de l'année. Ça voulait dire que les gens avaient envie de lire des solutions. Et on s'est dit aujourd'hui, et ça rejoint tout ce que vous dites là, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que les solutions, on soit sûr qu'elles aient un impact, d'abord, mesurable, qu'elles soient reproductibles, que ça soit des initiatives transposables. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on s'est dit, donc contre notre profession de départ, on s'est dit, mais au fond, les producteurs d'infos, ce n'est pas que les médias. Il y a plein d'autres producteurs d'infos qui sont partout dans le système des citoyens. Il y a des bulletins d'associations, il y a des entreprises, il y a des laboratoires, il y a des universités, il y a tout un tas de... Donc, on s'est dit, s'il faudrait arriver à avoir une plateforme, et c'est ça le projet, donc c'est imsprojet.org, une plateforme qui recense, signale, tout simplement signale, à partir de citoyens qui nous disent « Tiens, ça, c'est une bonne info » ou « Ça, c'est un bon producteur d'infos, j'aurais envie qu'il soit mis en avant ».
Et donc, c'est ça le but. Alors, c'est une association, bien sûr, à but non lucratif. On n'est pas là pour faire des thunes avec ça. Mais en même temps, on voudrait monter en 2022-2023 une société coopérative qui mette ensemble un certain nombre de producteurs d'informations pour partager les meilleures pratiques. Voilà. Donc ça sera un peu différent. Mais en tout cas, voilà où on en est aujourd'hui. On a fait une tribune qui a circulé sur Internet, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu près de 700 personnes qui l'ont signé, de 32 pays. Et c'est le dernier point que je voudrais dire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'impact avec notre petite association qui se crée juste en Afrique. Là, on va faire quelque chose à Abidjan, on a fait quelque chose au Burkina Faso, il y a une réunion au Burkina Faso il y a 2 semaines, autour de ça, autour du partage d'informations utiles. Et je peux vous dire qu'en Afrique, l'information utile d'intérêt collectif, ça a un vrai sens. Bien sûr, ça a un sens partout et ça a un sens chez nous aussi. Mais en Afrique, c'est urgentissime. Hein. Donc voilà, donc c'est un peu notre approche, quoi. Merci beaucoup Didier, c'était très clair. On va prendre les premières questions et puis évidemment, vous pouvez aussi réagir par rapport aux propos que vous avez entendus sur la table. Je vais prendre un micro pour le faire suivre. 1, 2, oui. Est-ce que Donatienne? Moi j'ai 2 questions. La première c'était par rapport aux normes comptables. Est-ce que l'objectif derrière c'est de pouvoir remplacer le PNB avec d'autres valeurs de comparaison? Et l'autre c'était pour Marie Curie. Moi je connais un projet un peu similaire à Paris qui s'appelle Meet My Mama. J'imagine que vous êtes inspiré, mais comment vous vous différenciez éventuellement de leur modèle? Merci Donatienne. Merci. Effectivement, oui, on connaît Meet My Mama et d'autres qui ont été précurseurs dans le domaine, comme les Cuistots Migrateurs ou le Réfugié Food Festival. On a échangé beaucoup avec ces personnes. On est, nous, à un stade où justement on va réfléchir et chercher vers quel modèle on va tendre, parce que c'est pas simple d'évoluer dans la bonne direction. On cherche du côté de la coopérative. On a justement gagné un appel à projet qui va nous permettre d'être financés sur ces réflexions-là. Donc c'est un petit peu tôt pour vous donner une réponse, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous et sur lequel on va se poser, oui. Au niveau des normes comptables, en effet, il va y avoir des évolutions qu'il faudra suivre au niveau de la Commission européenne et puis au-delà, hein, puisque c'est au niveau international. L'objectif, c'est vraiment de faire rentrer les performances extra-financières dans la valeur de l'entreprise, pour ensuite aussi avoir des finances durables qui puissent se déclencher derrière et qu'on s'assure de financer que des entreprises qui ont un faible impact environnemental et sociétal. C'est l'objectif affiché. Après, où on va atterrir, rendez-vous dans quelques temps. Et sur les indicateurs extra-financiers, on peut aussi mentionner l'IBET, l'indice de bien-être au travail, qui a été conçu par Mozart Consulting, Victor Vaknin, et qui est un des outils qui est posé sur la table, qui sera peut-être parmi le panel des indicateurs qui feront référence demain. On avait enregistré une émission du Grand Rebond, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, qui présente en détail le fonctionnement de cet indice, qui a vocation à partir uniquement des datas issus du système RH de l'entreprise, donc uniquement sur de la donnée factuelle, pas déclarative, de mesurer selon notamment le turnover, les ruptures de période d'essai, tout un tas d'indicateurs, les accidents du travail, le niveau de mal-être ou de bien-être d'une organisation. Et c'est un indice qui est déjà utilisé depuis 12 ans par un certain nombre d'organisations, mais qui est en tout cas candidat dans les outils pour mesurer l'externalité dans le cadre des nouvelles réglementations. On va prendre d'autres questions dans la salle. S'il y en a, n'hésitez pas à lever la main, même pendant qu'on continue de discuter. Ça permet d'anticiper pour faire circuler le micro. Est-ce qu'il y a des questions?
en attendant que les mains se lèvent, j'aurais passé la parole à Cathy, avec qui tout à l'heure nous avons enregistré une petite séquence justement pour l'émission qui sera diffusée juste après. Cathy qui est cofondatrice des Chemins Solidaires, donc à nouveau un exemple d'entreprise de l'ESS, mais cette fois-ci dans le tourisme, dans le voyage. Tu peux nous dire quelques mots, Cathy, de l'impact que vous avez dans votre activité ? Oui, alors bonjour à tous. En effet, donc je suis présidente de Chemins Solidaires et on est partenaire des tiers-lieux sur toute la tournée. En fait, on a créé une agence de voyage solidaire de l'ESS, mais bien avant le confinement. Ça n'a pas été une révélation, mais c'était une évidence pour nous d'un changement professionnel total, d'allier donc le tourisme avec la solidarité. Alors comment ça se passe ? En gros, on fait des voyages, on propose des voyages solidaires qui sont essentiellement conçus par nous, donc sur la France et l'étranger. Donc on a développé en Sud-Gironde une itinérance zéro déchet, zéro émission de carbone, parce qu'on va dire oui, en effet, sur le climat, le voyage, on prend l'avion, soit. Mais il y a d'autres choses à faire. Donc on fait des voyages solidaires sur la partie Afrique et notamment sur le Sénégal, où en fait on va pouvoir développer l'économie sociale en créant des emplois sur le Sénégal pour pouvoir, dans un tout petit village qui est loin des grands tours opérateurs, de proposer à nos voyageurs de vivre une expérience unique de partage, de rencontre et de découvrir. Pour nous, l'urgence, en effet, sur le climat est locale. En effet, chacun doit agir, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le monde entier pour pallier à tout ça, parce que les attentes de chacun ici dans notre monde européen est bien loin du monde que vous pouvez trouver dans d'autres pays. Voilà. Merci Cathy pour ton témoignage. Est-ce que nos intervenants voulaient rebondir sur ce qui a été dit par les autres témoignages? Pas plus que ça dans la salle. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions? Ça peut être des témoignages, ça peut être pas forcément une question, hein, ça peut être une vision également, une expérience. Moi, je voudrais ajouter une petite chose. Tout à l'heure, Bien tu sûr. m'avais interpellé sur EVH et j'en ai pas parlé. Et je trouve que c'est intéressant en termes d'écologie humaine. EVH, c'est une association de dirigeants, de leaders qui ont décidé de travailler sur eux pour changer leurs organisations. Donc là aussi, il y a un regard croisé by EVH, si vous voulez le voir, avec ces leaders qui vont prendre la parole de façon différente. Voilà comment on peut agir, c'est-à-dire avoir une autre façon aussi, partant du principe que les organisations, elles ne se transformeront pas sans la transformation du dirigeant. Ça, je le vois, si ça émane pas de la tête, ça redescend pas. On aura beau avoir les meilleurs DRH, tous les Chief Happiness Officers du monde, si jamais à la tête, le dirigeant n'a pas fait un travail sur lui, ça ne suivra pas dans l'organisation. Et je trouve que c'est extrêmement rassurant qu'il y ait des regroupements comme ça aujourd'hui qui tiennent place. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, mais tu as bien fait. C'est un très beau réseau. On a partagé un événement à Paris avec EVH récemment. Julien, il y avait une question suspendue tout à l'heure pour toi. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux y répondre? Attends, on va... Non, tu en as un juste là. Oui, c'était sur nos liens avec les autres acteurs de l'action sociale. Alors, nous, Garage Moderne, j'avais un peu répondu... Non, pas vraiment, parce que j'avais vraiment répondu sur les acteurs économiques tradis. Nous, on a quand même des accointances ou des capacités à très souvent accueillir des événements d'acteurs de l'ESS. Donc là, on a eu un séminaire de l'UDAF il y a peu, enfin ce genre de choses. Et on a aussi des rapports très fréquents avec les bailleurs sociaux qui, en fait, vu où on est, vu notre position, vu où se trouvent les projets qu'on fait hors les murs, quand on fait des ateliers hors les murs, quand on fait des activités dehors, quand on se questionne aussi sur comment on continue notre activité quand on rénovera le bâtiment.
C'est des interlocuteurs naturels et eux, je ne me trompe pas, mais ils relèvent du champ de l'ESS, on va dire. Enfin, c'est des entités d'intérêt public d'une certaine manière. Et oui, donc on les accueille, on fait aussi des séminaires avec eux et ça fait des liens transversaux. Voilà. Après, dans les autres acteurs de l'ESS, si on inclut le monde associatif, on passe notre temps à travailler avec eux, à construire des actions. Alors le mode de construction des actions qu'on peut porter, c'est très souvent, si on a un financement pour un projet donné, on va le construire en prescrivant le public avec un autre opérateur associatif qui va être un centre social, un autre opérateur associatif qui va être plateau technique. Par exemple, l'année dernière, on a fait une opération autour du recyclage et on a fait intervenir des centres sociaux pour trouver des publics pour qui ça avait du sens de participer à l'action. Il s'agissait de fabriquer des remorques à vélo et des petits dispositifs comme ça. Donc le public venait de certains acteurs de l'ESS plutôt dans l'associatif. La prestation de plateau technique, c'était un autre acteur associatif, les compagnons bâtisseurs d'Aquitaine, et la prescription, on en avait aussi d'un bailleur social. Donc ouais, on est tout le temps dans ce mix-là, clairement. Merci. Ah, une question, Johanna, je te passe ce micro-là. Ouais. Non, regarde-le. C'est bon, merci. Bonjour, Johanna Tilke, j'ai une association qui s'appelle La Mama, c'est l'Alliance du mouvement artistique militant associatif. Elle est née l'année dernière à Bordeaux et elle est gentiment accueillie dans ses murs au Garage Moderne. Et j'ai aussi une pratique artistique, donc j'ai été accueillie en résidence aussi ici. Donc je voulais juste faire un parallèle sur ce que tu viens de dire, Julien, puisque nous, on maille ensemble déjà des choses sur cet ensemble, cet écosystème qui est le Garage Moderne, et on fait des toutes petites actions. Et la première action, ça va être des co-constructions, en fait, de petits bacs pour faire pousser des couleurs avec les riverains. Et donc l'idée, c'est d'être vraiment très simple dans nos actions, mais de façon très concrète, très ancrée dans le territoire et en co-construction avec la liberté de champ, d'être aussi créatif. Voilà, donc je voulais remercier aussi le Garage Moderne, sans qui rien de tout ça serait possible, et les riverains qui participent à tout ça. Et de votre venue, évidemment, voilà. Merci pour ton témoignage, et puis ça va être Voilà. le moment des remerciements, parce que pour des raisons de timing... Ah, tu voulais réagir ? Non, mais alors, ça va être une réaction, parce qu'effectivement, si je la pose en question, ça va être compliqué, mais NFRD, je pense que je vais vous appeler tout à l'heure. ESS, ça m'intéresse beaucoup, mais effectivement, 3 axes. On parle beaucoup d'ESS. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, en termes de fonds, il y a ce qu'il faut? Parce que aujourd'hui, ça a été vraiment beaucoup porté par les associations, comme je cite Onvier, etc. Et quand on demande effectivement qu'il y ait un fonds de solidarité bien plus important pour que vous ayez cette place, j'ai envie de parler de compétitivité, je le fais volontairement, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du côté solidaire, mais comment est-ce qu'on va emmener justement cette circularité pour qu'il y ait un maximum d'acteurs économiques qui partent sur le modèle de l'ESS? Et le troisième point, effectivement, et on parle du normatif, aujourd'hui, on a quand même des lois, la loi TCEV, on a la transition, on a l'article 73, on a aujourd'hui les NFRD, donc la partie européenne qui vient se transposer ici en France. Vous dites, j'espère que ça va avoir un impact. On a le référentiel justement avec la taxonomie, donc ça veut dire un code commun. Aujourd'hui, normalement ça a commencé en mars 2021, aujourd'hui où ça en est, voilà, et comment est-ce qu'on avance, mais je vous aurai pas le temps malheureusement de pouvoir répondre par rapport au timing, mais je pourrais voir par la suite. Merci. Merci Agni pour ton rebond, mais en tout cas, on va laisser la place à une autre table ronde qui va suivre sans pause. On vous invite à rester ancré localement parce qu'il y a des raisons de timing au niveau de la convention et de train à prendre. Donc sans forcément faire de pause, on va tout de suite laisser la place. Mais merci beaucoup pour vos interventions, merci pour vos interactions.